On va voir ensemble avant de les rencontrer. Je vous rappelle, cet après-midi, les cabinets de lecture seront à l'ordre du jour cet après-midi et merci de votre attention. Ça commence à 9h30, c'est normal, mais à Paris, on va peut-être y aller. Merci Maudit. Et une fois de plus, nous nous trouvons réunis pour une journée qui, j'espère, sera formidable d'échange et de solidarité. Parce qu'avec notre association, nous allons faire connaître ces livres. Donc la première rencontre, il y avait Tar Benjaloun, il y avait Elisabeth Zugman, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, qui était présente aussi, je crois, Charles Gardou, enfin des gens que j'adore, parce qu'en fin de compte, ces rencontres font qu'on se crée une amitié qui va au-delà des mots. Le festival, c'est un moment où on parle des livres et où Maudit a eu d'une façon extrêmement pertinente. Mesdames et messieurs, chère Anne, chère Amouche, monsieur le préfet, cher Axel, chère Laure et cher Maudit surtout. Vous savez, depuis le mois de mai dernier, j'ai le sentiment d'avoir travaillé sans relâche, pour être franche, à réouvrir un certain nombre de chantiers qui étaient restés en friche, parce que c'est vrai que l'absence d'un ministère des droits des femmes a eu des incidences très concrètes. Est créé dans la tempête déplacée des montagnes. Et par conséquent, cette introduction répondra à ce cahier des charges, créé dans la tempête déplacée des montagnes. Quelle métaphore idéale pour parler de ces nécessités, de cette condition dans laquelle c'est dans la tempête que l'on est situé lorsqu'il s'agit de créer. D'ailleurs, je continuerai par mon exemple champenois. Il y a dans ma Champagne auboise méridionale une petite ville que l'on appelle Landreville. Et tous les ans à Landreville, il y a un festival du livre qui s'appelle la Vendange du livre. Les génies absolus comme Paul Verlaine, comme Rimbaud, avec leur vie particulière. Nous pensons également à Desutrillo, lui, affecté par un handicap auquel il rajoutait, nous pensons à Toulouse-Lautrec. Nous pensons à tant d'artistes qui, en effet, certains d'entre eux d'ailleurs le proposant comme une absolue nécessité, se devaient de sortir du monde réel reçu, parfois qu'ils considéraient comme étant imposé et comme étant stérilisant, pour vaincre la stérilité et réellement pour créer. Le créateur a besoin de sortir de la répétition de ses pas pour créer. Combien sont fulgurantes les conceptions, les inspirations, les audaces de celui que la sérénité et la pondération ne retient pas. La personne en situation de handicap crée dans la tempête, certes, une tempête dans laquelle elle se trouve confrontée souvent, qu'elle n'a pas choisie. Mais on ne peut pas créer en dehors de la tempête. La personne en situation de handicap crée comme les autres créateurs, et ce faisant, elle a, plus encore que les autres, cette possibilité d'échapper à un monde dont l'insuffisance lui devient inacceptable. Le créateur veut aller toujours au-delà de ce qui existait avant qu'il ne crée. La personne en situation de handicap sort elle aussi de ce monde qui est ça ou là, non pas un monde malheureux, l'on rit naturellement, y compris confronté à un handicap, l'on est heureux, on aime, on palpite, y compris quand on est confronté à une situation de handicap. Mais nous savons que les handicaps sont néanmoins des contraintes qui s'imposent à l'exercice d'une totale et pleine liberté auxquelles les personnes non handicapées ont accès et qu'ils remplacent par la richesse souvent de leur créativité. Le deuxième terme de ce titre que j'ai proposé était « Créer dans la tempête, déplacer des montagnes ». Ah, les montagnes. Ça ne se déplace pas, une montagne. Une montagne, c'est énorme. Une montagne, c'est enchâssé dans la croûte terrestre. Dans le meilleur des mondes, mais même
naturellement, parce que les parents, d'une part, défendent très tôt leur enfant en tant qu'enfant, et avant de le soutenir en tant qu'enfant, aveugle ou sourd, et l'enfant lui-même, à partir de l'adolescence, va prendre une pleine conscience, si on veut bien l'aider, et en tout cas si on ne le lui interdit pas par des excès de soins et de particularisation, va conquérir sa propre identité. J'ai voulu mettre sur le papier en forme ce qui était au fond de moi, afin qu'on comprenne bien que l'histoire d'un homme tétraplégique qui met l'uniforme de préfet de la République, ce n'est pas une histoire anodine, et que la relecture des événements m'était précieuse pour voir comment j'en étais arrivé là, et avec qui et comment. Est-ce que un enfant de 10 ans qui est myopathe et qui perd l'usage de son corps, comment est-ce qu'un jour il se retrouve, lui qui est faible, à porter les feuilles de chêne qui symbolisent la force? Je vais vous raconter 2 anecdotes. Elles sont beaucoup peut-être moins philosophiques que les propos d'Axel Kahn, mais elles le rejoignent quelque part dans le sens où c'est dans la tempête que l'on crée. Et les militaires regardent à vous. Des hommes forts, puissants, physiquement, se mettent au garde à vous devant moi. Et moi, en fauteuil électrique, assis, myopathe, avec mon uniforme et mes gants blancs, je passe en jeu les troupes. Ce geste extraordinaire, qui a eu lieu pour la première fois au sein de notre République, eh bien, a été un bouleversement. Les militaires sont venus me voir en me saluant à la fin en disant que ça avait été un immense honneur pour eux. Entre ces 2 anecdotes, la nuit à l'hôpital Necker et le défilé des troupes, il s'est passé une quantité d'événements, de rencontres, de réflexions sur la différence, et bien sûr un combat terrible, puisqu'il a fallu que j'affronte le regard des autres, que j'affronte le regard sur l'homme différent, sur la personne en situation de handicap. Vous la trouverez bien à gauche. Et nous avons également des bijoux qui sont réalisés par nos adhérentes, qui sont très très jolis, qui sont... Ça a été très